Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk consacré à la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens éliront leur futur président de la République. Mais comment éviter les réclamations souvent meurtrières après la proclamation définitive des résultats? Pourquoi la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel sont si contestés par l'opposition? Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui les enjeux de ces élections-là avec nos invités. Madame Hélène Nyonsae, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous êtes coordinatrice nationale de la Convention de la société civile ivoirienne. Oui. Bienvenue dans le Grand Talk. C'est moi. Monsieur Ocon Modeste, représentant du candidat indépendant Conan Kouadio Siméon, dit KKS. Et enfin, en face de vous du moins, Monsieur Kouadio Komwe Augustin, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, chargé de la coordination et de l'action gouvernementale. Et enfin, pour finir, Monsieur Mamadou Touré, qui est porte-parole RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, bienvenue. Les élections se passent très bien. Au niveau de la société civile, quel constat faites-vous une semaine après? Merci, messieurs. Merci de nous avoir invités et de nous permettre de donner nos avis par rapport à ces élections. Nous pensons que depuis le début, c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à ces jours, il y a des avancées notables au niveau de la nation. Mais il reste encore beaucoup à faire et que nous conseillons aux partis politiques, toutes tendances confondues, de s'asseoir et de discuter. Parce que depuis le début, depuis 1995, toutes les élections que nous avons organisées en Côte d'Ivoire n'ont pas été paisibles jusqu'à ces élections-là, où nous avons fait une guerre après les élections. Donc nous demandons à tous les partis politiques et au gouvernement de s'asseoir et de discuter parce que l'essentiel, ce n'est pas d'aller aux élections, mais c'est de rassurer les candidats et que les résultats des urnes soient respectés par tous. Voilà l'essentiel. Monsieur Ocon Modeste, votre candidat indépendant qui a refusé les 100 millions de l'État, comment se comporte-t-il sur le terrain? Merci, monsieur. Je voudrais, au nom du candidat Conan Kouadio Siméon, que je représente ici, vous remercier de nous avoir associés à cette émission. Ce que je peux dire, c'est que le candidat Conan Kouadio Siméon bat campagne comme tous les autres candidats. Tout se passe normalement. En tout cas, partout où nous passons, il y a de l'effervescence et nous pensons que les choses iront mieux jusqu'au bout de cette élection. Monsieur Kouadio Komwe, Monsieur Afi-N'Guessan semble être l'un des seuls des rares candidats à avoir mené campagne un peu sur tous les fronts, pendant que beaucoup marchaient évidemment sur la RTI et la CEI. Il était sur tous les fronts, lui, par contre. Oui, tout à fait. C'est que depuis longtemps, le FPI est considéré comme l'enfant des élections. Et c'est à travers les élections que nous envisageons reprendre le pouvoir. Et vu de cette façon, nous nous donnons les moyens de conquérir ce pouvoir-là. Il n'y a pas meilleure façon de reconquérir le pouvoir d'État que de s'adresser aux citoyens et demander leur suffrage. Et c'est ce que le candidat Pascal Afi-N'Guessan essaie de faire depuis quelques semaines au cours de la période pré-campagne. Et puis depuis une semaine, depuis que la campagne a été ouverte officiellement, il parcourt monts et vallées, il va vers les populations qu'il connaît déjà, mais pour leur porter la nouvelle de sa candidature à la présidentielle. Et je pense que les choses se passent très bien. Le candidat Alassane Ouattara lui semble déployer la grosse artillerie, comme un ogre voulait bouffer tous les autres candidats, jusqu'à ce que le patriote même dise, titre Ado, pardon, faites doucement, sinon les autres ne verront pas grand-chose. Non, non, pas du tout. Je pense que nous partons à cette élection avec le respect qu'on doit à tous les adversaires.
nous nous donnons les moyens pour gagner ces élections. Et le RHDP est d'abord une grosse machine, puisque c'est la coalition de 4 partis. Nous avons essayé de nous organiser, de nous structurer, d'occuper le terrain et de faire ce qu'il y a lieu de faire normalement pour gagner une élection présidentielle. La question est de savoir aussi, concernant notamment, je vais revenir sur les 100 millions, pourquoi M. Ouattara donne les 100 millions à quelques jours de l'ouverture de la candidature, du mois de la campagne, plutôt que de... il aurait eu beaucoup plus de temps de le faire. Il a surpris pratiquement l'ensemble des candidats à cette élection. Ah non, l'État de Côte d'Ivoire a donné ces 100 millions aux candidats pour qu'ils fassent campagne. Donc on n'aurait pas pu donner cet argent avant la campagne. L'argent doit servir à faire de la campagne. À 3 jours de la campagne, ils doivent s'organiser, oui, rebudgétiser en fonction des 100 millions. Pour la période de la pré-campagne, chaque parti s'organise. Mais il y a l'ouverture officielle de la campagne dans notre pays qui est régie par la loi. Et le soutien qui est apporté par l'État vise à aider les candidats à faire campagne. Maintenant que certains candidats utilisent ces ressources pour autre chose, bon, ça, on peut en parler. Au niveau de la société civile, vous avez dit avoir été surpris par ce geste du président de la République contre toute attente. Oui, nous avons été surpris. Et nous, s'il faut donner nos avis, c'est dire que nous sommes un pays en voie de développement et nous avons des besoins énormes. On n'a pas besoin de donner 100 millions à des candidats pour briguer la présidentielle. Nous avons un taux de chômage élevé. On aurait pu appuyer les entreprises pour recruter des jeunes et donner un travail décent. Parce que quand on parle de travail en Côte d'Ivoire, il y a des diplômés qui gèrent des cabines. C'est pas, je ne dis pas que c'est pas normal ou bien c'est pas un travail, mais c'est pas un travail qui peut donner une retraite à une personne. Donc il faut trouver un travail décent pour nos jeunes. Essayer d'aider les femmes à être autonomes financièrement plutôt que de donner cet argent à des candidats. Nous pensons qu'il y a des critères et qu'il y a des, en tout cas, vous auriez préféré, mécanismes, vous auriez préféré donner ça à des entreprises. Je dois juste préciser quelque chose, puisque nous sommes en plein dans le débat. Alors, il faut savoir que l'appui qui est apporté aux partis politiques et aux candidats vise à renforcer la démocratie. 1 milliard de francs CFA, madame, c'est beaucoup. Mais 1 milliard de francs CFA n'est pas beaucoup et regarde donc des enjeux que nous avons au niveau de la jeunesse des femmes. Et vous devez savoir que l'État a déjà déboursé plusieurs milliards de francs CFA. Je peux vous dire que les 5 dernières années, ce sont près de 500 milliards de francs CFA qui sont allés dans le secteur de la jeunesse. Ce sont les partis eux-mêmes qui ont souhaité que dans le cadre du renforcement de la démocratie, les partis politiques ou les candidats à l'élection présidentielle puissent bénéficier de soutien. Et il y a une loi en 2004 Et quel est l'organe qui a décidé de ce montant des 100 millions qui ont été donnés par l'État de Côte d'Ivoire? Quel est l'organe qui l'a décidé? Est-ce que la Monsieur Moïse, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit qu'en 2004, la loi a été votée. Vous étiez ministre à cette époque, M. Moïse, M. Kouadio Komoué. Vous avez été ministre sur le gouvernement de Laurent Gbagbo. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui sont prévues pour oui, tout à fait. Soutien aux candidats? Je n'étais pas au gouvernement à l'époque où la loi a été votée. Je suis venu plus tard. Mais je dois dire que ces fonds qui ont été octroyés aux candidats à la présidentielle ont une base légale. C'est le premier point qu'il faut souligner. Ce don, c'est même pas un don, c'est une subvention que l'État de Côte d'Ivoire octroie aux candidats à la présidentielle. Et c'est la loi qui l'a prévu. Qui dit loi, dit la représentation nationale, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire. Nous parlons d'institutions aujourd'hui, il faut qu'on sache respecter nos institutions. Lorsqu'une institution a pris une décision, quelle qu'elle soit, jusqu'à ce que cette décision soit réformée, elle s'impose à tous. La question de l'octroi de cette subvention ne pose pas de problème en soi. Ce sont les conditions d'opacité qui ont entouré, n'est-ce pas, la distribution de cet argent qui fait débat aujourd'hui. Michel Betta, vous êtes le directeur de publication du journal Le Bélier. Vous êtes plus proche de monsieur ici Amara.
Mais en tout cas, dans vos écrits, dans vos publications, vous êtes beaucoup plus proche de la CNC et de M. Essi Amara. Non, je dirais, c'est peut-être une vue, mais nous sommes plus proches du PDCI. C'est-à-dire le PDCI qui a décidé de forcément avoir un cadre du parti candidat à la présidentielle. C'est ainsi que nous nous sentons à l'aise avec Essi Amara, nous nous sentons à l'aise avec Bani, nous nous sentons très à l'aise avec Kakabe et tout cela. Comment vous avez ressenti évidemment la suspension de candidature de M. Essi Amara? Je crois que lui-même s'est suffisamment expliqué dessus, il a donné les raisons, je ne reviendrai pas dessus, mais ce que je constate, c'est qu'il a décidé de suspendre sa candidature, il a ses raisons, il les a expliquées. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur ceux qui ont décidé d'y aller, notamment Bani avec la CNC et aussi Kakabe qui n'a pas encore désisté. Donc je pense que c'est le plus important pour l'instant. Le retrait de Mamadou Coulibaly, Guy Deffer. Mamadou Coulibaly, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup parce que il a une honnêteté intellectuelle, il est toujours franc, il est resté constant. Alors s'il fait un retrait, peut-être il a ses raisons. Il a ses raisons, en tout c'est certain que je parle contre, parce que c'est un monsieur qui a un bon raisonnement dans la tête et qui a la logique dans ses pensées. Ouais. Les indépendances peuvent-ils réellement inverser la tendance, M. Serge Nguessan, face aux entités politiques? Les indépendants ne peuvent que venir se greffer sur une machine politique. Sinon, en tant que structure indépendante, il sera difficile véritablement de venir renverser la tendance. Parce que déjà, quand tu vois la composition du champ électoral, ça nécessite beaucoup de moyens, tant humains que financiers. Or, un indépendant, il faut qu'il ait une structure politique derrière lui pour pouvoir avoir des assesseurs dans les différents points d'élection. Or, quand tu es indépendant, tu n'as pas cette machine politique-là. Il est plutôt bon de rentrer dans une sorte d'alliance pour profiter de la machine politique. Pour vous, les indépendants risquent de se rallier au second tour, certainement? Oui, certainement. Si un indépendant ne crée pas la surprise pour passer au second tour, mais ils sont forcément obligés de s'allier. Michel Betta, quelle formation ou quel indépendant pourrait être à la tête du pays le 25 octobre prochain? Quel indépendant? Bon, je ne mesurerai pas sur un indépendant particulièrement. Que ce soit indépendant ou... qui pourrait être le prochain président de la Côte d'Ivoire, selon vous? Non, je ne fais pas de politique fiction. Je dirais simplement que le 25, les candidats ont rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et je crois que ce peuple-là décidera. Mais pour l'instant, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que certains sont plus dynamiques et d'autres moins. Notamment, on constate un peu un amoindrissement des candidats tels que ceux du FPI, ceux de la CNC et une dynamique un peu plus forte de celui du RHDP. Mais cela n'indique pas clairement que c'est lui qui gagnera. Ça, c'est pas certain. C'est le peuple d'en décider. Et je crois que le peuple est suffisamment mature. Il décidera le 25. Et but de faire pour terminer sur le sujet, c'est quand même aussi la campagne des moyens. Ceux qui n'en ont pas, ça se voit tout de suite. Malgré les 100 millions remis à chaque candidat, oui. Ça traîne les pas. Oui. D'autres ne font même pas campagne pour ne pas les citer. Oui, d'abord les 100 millions, c'est illégal du tout, parce que ce n'est pas du tout bien qu'un chef d'État se lève, un candidat se lève pour dire je donne 100 millions de francs CFA. C'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, on ne donne pas aux individus comme ça. Bon, bref, on va revenir là-dessus un autre jour. Mais je te jure que, Varol, je sens qu'il y a des gens, en fait, ils sont venus dans cette vie politique-là pour se faire de l'argent, parce que c'est très facile, ça. Ils ne bougent pas du tout. Alors, dernière question, oui. Est-ce que vous auriez refusé les 100 millions? Pour l'éthique morale, devant la jeunesse ivoirienne? J'ai juste demandé. Oui, je refuserai. Ok. Tant mieux. Allez, on va aller du côté du public et retrouver M. Justin Anzian, qui lui est le secrétaire général de la GSI. Comment les étudiants que vous êtes vivez cette phase de campagne? C'est assez intéressant. Merci Varol. Comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, je suis Justin Anzian, secrétaire général national de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Alors, nous, à notre niveau, on va plutôt faire l'analyse de façon générale par rapport aux populations et par rapport aux étudiants que nous sommes. Il est important de signifier que nous constatons la non-violence, nous constatons un apaisement et nous sentons qu'il y a des actions qui ont été menées au préalable de sorte à ce que ces élections-là se passent dans la paix. Et je pense que c'est le lieu même de saluer les actions qui ont été menées par le ministère d'État, notamment le ministre Ahmed Bakayoko, pour les questions de sécurité ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour vous, pour l'instant, les élections en Côte d'Ivoire se passent très, très bien. Merci en tout cas pour votre réaction. Voilà. Et on va
partir maintenant découvrir un candidat, puisque chaque jour, dans cette émission, on découvre un candidat. Et le candidat que nous allons découvrir est le candidat de la CNC, candidat indépendant, enfin, Charles Konan Banny. Voici sa biographie en images. Charles Konan Banny est né le 11 novembre 1942 à Divo. Titulaire d'un diplôme de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, il entre en 1970 à l'Organisation interafricaine du café et en sera le secrétaire général. En 1976, il intègre la BCAO, dont il devient le gouverneur de 1994 à 2005. Le 4 décembre 2005, il est désigné Premier ministre de son pays à la suite de la crise politico-militaire. Lorsque le scandale des déchets toxiques éclate, en août 2006, il quitte la primature. Il reviendra au devant de la scène en septembre 2011 quand il est nommé président de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il y restera jusqu'en décembre 2014. Quoique membre du bureau politique du PDCI, Charles Konan Banny décide de rejoindre l'opposition pour briguer la présidentielle 2015. Il est aujourd'hui le candidat de la coalition nationale pour le changement. Charles Konan Banny, le candidat de toutes les contradictions. Bon, Banny, c'est un peu un personnage atypique. Hein. L'histoire des déchets toxiques, l'histoire de la CDVR, il démissionne ou veut démissionner, il est remis en place par Alassane Ouattara, il se présente comme indépendant, après il veut devenir le candidat officiel, enfin, Charles Konan Banny. Charles Konan Banny, il faut le dire, c'est quelqu'un qui fédère beaucoup d'espoir au sein des populations. Okay. Voilà, selon moi, parce que vraiment depuis déjà, lorsqu'il a été déjà Premier ministre, c'est par la volonté, certes, de la communauté internationale, mais c'était aussi par la volonté, le peuple s'est apaisé lorsqu'on a mis Banny comme Premier ministre. Aujourd'hui, Banny a conduit la CDVR. Bon, on ne peut pas dire qu'il a totalement échoué, mais ça n'a pas été dans les attentes des populations. Mais cela, il y a quelqu'un qui a pu porter le chapeau, parce que Banny, il a demandé qu'on fasse le rapport, qu'on publie son rapport. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait, parce que Banny a fait un travail et il voulait que les populations le sachent. Et jusqu'à présent, nous savons tous que le président Ouattara a toujours refusé de rendre public ce rapport-là. C'est vous dire que l'homme a fait un travail, l'homme n'a pas été suffisamment... Alors justement, sur ce rapport, Banny avait-il la possibilité de laisser filtrer quelques éléments de ce rapport à la presse, ce que lui-même il ne s'est jamais autorisé? Il aurait pu faire publier ce rapport. Non, pour faire tomber Ouattara. Non, ce n'est pas son objectif de faire publier un rapport qu'on lui a confié et que c'est la République du Côte d'Ivoire qui lui a confié. Donc il remet ça au président de la République avec des recommandations, celle de rendre ça public. Mais il n'a jamais demandé pour l'instant publiquement, même pendant ces meetings, jamais Banny n'est revenu sur ce rapport de la CDVR. C'est chose bizarre aussi. Lui, il n'est jamais revenu dessus. Pendant tous ces meetings, tous les meetings où nous avons suivi, le candidat Banny s'est pratiquement jamais reprononcé sur le... Non, il n'a pas à se prononcer. Je crois qu'il a fait un travail, il a remis à qui de droit avec des recommandations fermes, celle de vouloir publier lui-même. La communauté internationale s'en est saisie pour demander la publication de ce rapport-là. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. À l'époque, quand Robert Guéhi est venu en 2000, il a créé la Commission nationale indépendante qui avait été gérée par M. Honoré Guillet. Et après les élections, proclamation difficile des résultats, la vie de M. Honoré Guillet a été menacée. Après M. Honoré Guillet, M. Begré Mambé l'a remplacé pendant une certaine époque. Notamment, c'est là qu'a été créée la commission électorale indépendante. M. Begré Mambé a été, lui, remplacé en 2010, en février 2010, par M. Youssouf Bakayoko. On sait aussi les conditions dans lesquelles ces élections se sont terminées. Alors, pourquoi nos commissions électorales indépendantes ou commissions nationales indépendantes sur les élections ont toujours ces problèmes-là, selon vous, M. Mamadou Touré? Pourquoi il y a toujours ça?
D'abord, les problèmes... Honoré Guillet, lui, il a été menacé par la junte militaire au pouvoir. Monsieur Youssou Bakayoko a été obligé d'aller au Golf Hotel pour prononcer les résultats des élections de 2010. D'abord, les situations peuvent être différentes à certains points de vue, mais il y a une caractéristique commune. Quand vous prenez la situation de M. Honoré Guillet qui a organisé les élections en 2000, le refus du régime d'alors de reconnaître les résultats tels que proclamés par Honoré Guillet a conduit donc à cette situation de confusion que nous avons eue. On peut dire que nous avons eu la situation plus ou moins similaire en 2010. Youssou Bakayoko, qui je rappelle, après le départ de Béré Mambé, a été le fruit d'un consensus. Donc toutes les parties ont accepté Youssou Bakayoko comme le président consensuel de cette commission électorale indépendante, et qui intégrait en son sein toutes les parties. Youssou Bakayoko, et notamment la CEI, a eu du mal à proclamer les résultats. On a vu le représentant d'un candidat à l'époque déchirer même les résultats qui devaient être proclamés. Et donc, mais ce travail de Youssou Bakayoko, contrairement en 2000, a fait l'objet d'une supervision aussi bien de la communauté internationale, des partis politiques, que même au niveau de nos instances sous-régionales. Et ce qui a amené tous ces acteurs à reconnaître la qualité du travail qui avait été fait en 2010, et donc la faute n'incombait pas à un individu. Lorsqu'il y a eu la crise entre les résultats proclamés par Youssou Bakayoko et le Conseil constitutionnel, toutes ces structures de contrôle, je parle donc du représentant spécial des Nations Unies, je parle de la CEDEAO, et même après l'Union africaine, ont reconnu que le travail fait par l'équipe de Youssou Bakayoko était un travail qui était... Alors, on va écouter le FPI sur ce point. Oui. Est-ce que le travail fait par Youssouf Bakayoko a été autant salué par vous et la communauté internationale? Pas Alors, sûr. Je pense que vous avez dit une chose qui est tout à fait juste. Les institutions, en tant que telles, fonctionnent bien, ou du moins leurs règles de fonctionnement telles qu'elles ont été édictées ne sont pas sujettes à caution. Par contre, ce qui pose problème, le plus souvent en Afrique, où vous constaterez que c'est seulement sur ce continent qu'on a des commissions dédiées aux élections. Dans les pays développés, il n'y a plus de commissions chargées d'élections. La question est une question purement de confiance. C'est le manque de confiance entre les acteurs politiques qui entraîne les désordres que nous constatons à chaque élection. Que ce soit la CNI, la défaite CNI, sous la junte militaire, ou que ce soit la CEI que le régime du FPI a créée, ce sont toujours les acteurs politiques qui prennent en otage les responsables de cette institution et les empêchent de travailler. En 2010, je suis désolé, M. Youssou Bakayoko a proclamé les résultats du scrutin présidentiel au QG de campagne d'un des candidats. Non, le Golf Hotel n'était pas notre QG de campagne. N'était pas notre QG de campagne. C'est pas qui a la parole. Il faut peut-être préciser que vous empêchez Youssou Bakayoko de proclamer les résultats à la CEI. Je constate sa vie était menacée. Il y avait des chars qui avaient entouré la commission. Monsieur Touré, je vous ai laissé parler. Et on a vu Damana Picasse déchirer. Donc, oui, vous avez dit ça. Donc sa vie était menacée. Laissez-moi dire aussi ma part de vérité. Allez-y. Ok. Donc le fait est que, et tout le monde l'a vu sous les caméras de toutes les télévisions internationales, le président de la commission électorale dite indépendante, qui est censé proclamer ses résultats de façon consensuelle avec les autres membres de sa commission et au siège de la dite institution, s'est retrouvé au QG de campagne pour des raisons et dans des conditions inexpliquées jusqu'à ce jour, pour proclamer des résultats. Après une telle forfaiture, on ne peut pas créditer ce monsieur d'un meilleur gestionnaire d'élection. Je suis désolé, je ne sais pas quelles sont les instances dont parle M. Touré, qui ont qualifié le travail de M. Youssou Bakayoko de bon travail. Je vais vous répondre. C'est important pour la compréhension. Pour la compréhension des téléspectateurs, c'est quand même important. Juste en une minute. Ce qu'on doit savoir, Youssou Bakayoko n'a été qu'un porte-parole des circonstances, notamment au niveau des résultats finaux. La commission électorale indépendante, dans son organisation, a des démembrements. Les résultats commencent déjà par les bureaux de vote, où tous les partis politiques ont leurs représentants.
ce sont les remontées de ces informations, donc des résultats, qui sont consolidés au niveau départemental, au niveau régional et ensuite au niveau donc, de la CEI. Youssouf Bakayoko ne fait que dire les résultats tels que traduits dans les urnes. En fait, la question de M. Kwadwo Komo et oui, c'est surtout de savoir pourquoi il est allé au Golf Hotel. Non, non, mais attendez, c'est un débat quand même surréaliste. Mais je réponds tout de suite. Le seul endroit sécurisé de Côte d'Ivoire, oui, mais c'est un débat. Attendez, c'est un débat totalement surréaliste. 2010, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans. Il sait très bien que le régime FPI, avec Dogo Blé, avait emmené des chars qui avaient entouré la commission électorale indépendante et que la vie donc, des travailleurs de cette commission électorale indépendante était menacée. Rappelez-vous que les ambassadeurs de l'Union européenne et des pays occidentaux s'étaient même déportés sur le lieu pour s'assurer que les vies des travailleurs de la CEI n'étaient pas menacées. On a tous vu Damana Picasse déchirer les résultats tels que voulus proclamer par le porte-parole de la CEI. Donc, ignorer ces faits-là, et faire croire que Youssouf Bakayoko aurait pu proclamer les résultats à la CEI et donc de gaieté de cœur n'a pas voulu proclamer ces résultats et s'est déporté ailleurs pour proclamer les résultats, c'est fait preuve de mauvaise foi. Ce qui est essentiel dans le débat, dans le fond, est-ce que les résultats tels que proclamés par Youssouf Bakayoko sont conformes au vote des Ivoiriens? Bille de fer, évidemment, pour l'humoriste tranchant et acerbe que vous êtes. Comment vous jugez Bani? Charles Konan Bani? Non, Bani, c'est un monsieur, d'abord, dès qu'il a été Premier ministre, moi j'ai apprécié autant de Babo. Parce que lorsqu'il a eu les déchets toxiques, il a démissionné. Et j'aime bien des gens qui ont ce genre de comportement, qui ont le courage de leurs décisions. Mais lorsqu'on lui a confié la CDVR, et puis à un moment, il a essayé de décharger la CDVR, et il est candidat, et il se plaint de la réconciliation, j'ai dit, mais attends, ou bien il était là-bas, il ne souhaitait pas que la réconciliation se fasse, il ne voulait pas réussir cette mission, parce qu'il voulait être candidat. Oui, ça m'a paru bizarre, en fait. Mais en tant que candidat aujourd'hui, vous pensez qu'il a des chances face à Alassane Ouattara? Non, Bani n'a pas de chance du tout. Il n'est pas du tout représenté dans tout le territoire national. Il marche avec des gens qui ont des partis politiques mais qui ne sont pas représentés. Bani n'a pas de chance du tout sur le terrain. Il aurait dû attendre. Il n'a pas attendu, mais son âge aussi est avancé, il est trop pressé, mais il ne peut plus rien faire, il ne peut plus reculer, mais il ne peut pas avancer aussi. Et il n'a pas de chance à ces élections-là. Depuis la révision de la liste électorale jusqu'à sa proclamation, vous avez des reproches à faire à ce processus? Je n'ai pas, c'est le mécanisme. Est-ce que vous avez des reproches à faire? Mais d'emblée, les candidats... Au processus aujourd'hui tel qu'il est fait. Madame, est-ce que vous, en tant que société civile, qui avez un regard détaché, est-ce que vous avez un reproche à faire ou des reproches à faire au processus tel qu'il est mené aujourd'hui? Non, mais il faut tenir compte de l'avis de chacun. C'est déjà... Si vous dites non, ça veut dire que Youssouf Bakayoko et son équipe font bien leur travail. Non, monsieur Youssouf Bakayoko étant marqué par l'élection 2010, on ne devrait plus le remettre à cette place-là. Puisqu'il a été marqué... Ce n'est pas un problème de personne, madame. Ce n'est pas un problème de personne. Messieurs, on va marquer une pause. Même si on vous mettait vous à la sélection de l'indépendance, certains candidats auraient pu trouver en vous un problème. Ce qui est important, c'est le renforcement de nos institutions, les mécanismes démocratiques transparents au sein de nos institutions. Et vous venez de nous dire que le processus est d'accord. Et vous venez de nous dire tout à l'heure que vous ne reprochez rien au processus tel qu'il est mené actuellement. Et je dis donc Youssouf Bakayoko et son équipe font bien le travail. Non, mais puisque Youssouf Bakayoko fait déjà l'objet de... Qu'est-ce qu'on veut? C'est le résultat des urnes. Que chacun accepte les résultats des urnes. Est-ce que c'est Youssouf Bakayoko mais on le juge aussi par rapport à ses actes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Youssouf Bakayoko pose problème quant à la proclamation des résultats? Est-ce que le FPI, si au soir du 25 octobre, monsieur Youssouf Bakayoko proclamait les résultats, ça vous poserait problème? Parce que c'est lui qui a proclamé les résultats de 2010. La question de Youssouf Bakayoko, du point de vue du FPI, est une question simple. C'est une question éthique. Une question morale. Il a failli en 2010. Il a entraîné le pays dans le chaos. Il est indécent qu'on le retrouve encore à la tête de cette commission en 2015. C'est ça le problème. Qu'il soit fautif ou pas, mais c'est lui, c'est par lui. C'est important de savoir qu'il soit fautif ou pas. C'est par lui que le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître les résultats des élections. C'est par lui que le scandale est arrivé. Qui nous entraîne dans la moindre des choses qu'on puisse demander au pouvoir aujourd'hui, c'est de trouver notre personnalité, comme l'a dit madame. La Côte d'Ivoire regorge de compétences. Messieurs, merci beaucoup sur la première partie de cette émission. On va marquer une pause et on revient juste après pour parler du Conseil constitutionnel. Vox Africa se rapproche de vous. Dès le 21 juillet, retrouvez Vox Africa sur Canalsat, canal 33 en Afrique.
Mesdames et messieurs, retour dans la deuxième partie du Grand Talk spécial consacré à la présidentielle 2015. Avec nos invités, nous tentons de comprendre si nos institutions qui s'occupent des élections sont crédibles. On a parlé dans la première partie de la commission électorale indépendante, si contestée par les candidats de l'opposition, notamment son président Youssouf Bakayoko, à cause, vous le savez tous, de ces élections de 2010. Nous parlerons maintenant du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel plus exactement, dirigé par M. Mamadou Koné. Mais avant lui, entre 1995 et 2000, il y a eu M. Tiakoné. Tiakoné il y a eu Yanon Yapo, Cour suprême, il y a eu Tiakoné. Tiakoné qui était la chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui se prononçait évidemment sur la validité des candidatures et qui, depuis en 1995 et en 2000, a invalidé la candidature de M. Ouattara. Est-ce que tout ça aussi n'a pas contribué à marquer les gènes, à créer les gènes de la division que nous connaissons jusqu'à ce jour, madame? Oui, je pense que d'abord, il faut que les hommes qui sont nommés dans nos institutions soient vraiment indépendants. Peuvent-ils être indépendants quand ils sont nommés? Oui. Est-ce possible d'être indépendant quand on est nommé? Oui, on peut être indépendant quand on est nommé. Dans les autres nations, les gens sont nommés, mais ils acquièrent leur indépendance et ils se prononcent vraiment sur ce qu'on leur demande. Il faut qu'ils soient vraiment indépendants. C'est le problème qui se pose. Pour vous, c'est oui, par rapport au Conseil constitutionnel. Merci, monsieur. Je disais tout à l'heure que ce sont des implications politiques qui hypothèquent le bon fonctionnement de nos institutions. Maintenant, il faut voir le mode de désignation de ces personnalités-là. Généralement, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui nomme ces personnalités-là. Et il nomme les personnalités politiques de son bord politique. Du coup, ces personnalités sont soumises au principe du devoir de reconnaissance ou du devoir d'ingratitude. Donc, si c'est le chef de l'État qui vous met à ce poste de responsabilité, vous êtes obligé de faire sa volonté. Donc, il va falloir revoir le mode de fonctionnement. Et nous proposons qu'on peut faire par appel à la candidature. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on peut proposer des noms et puis commettre un cabinet qui va étudier les dossiers. Et, puisque quand on nomme les hommes politiques, monsieur l'actuel président du Conseil constitutionnel, il est membre du RDR, tout le monde le sait. Monsieur Yao Indré est membre du RPI, il était président du Conseil régional, et puis vous le prenez, vous le mettez comme l'arbitre, vous voulez qu'il juge comment? Donc c'est pour cela que nous proposons que la nomination ou la désignation se fasse par appel d'offres, qu'on commette un cabinet qui va réceptionner les dossiers et puis choisir une personnalité. À ce niveau, à ce moment-là, la personnalité qui est choisie n'est pas obligée de faire la volonté du chef de l'État, mais il a un cahier des charges qu'il doit exécuter. Je pense qu'il faut qu'on trouve une parade pour que ces personnalités soient indépendantes et fassent le travail pour lequel elles ont été nommées. Est-ce facile de trouver une institution indépendante, monsieur Komwe Augustin? Est-ce facile, sous nos tropiques, peu importe la manière dont sont choisies les personnes? Oui, on peut trouver des gens intègres. C'est possible, il ne faut pas désespérer. Quand ils sont intègres, la plupart du temps, ils démissionnent. Oui, tout à fait. On vous confie une mission. Si vous avez des contingences qui vous empêchent de remplir la mission, la moindre des choses, c'est de démissionner. Je salue le professeur Vaudier pour l'acte qu'il a posé. Dans ce sens-là, quand vous subissez des influences, vous subissez des influences que vous ne pouvez pas contrôler, la décence commande que vous démissionnez. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? En Afrique, ce qui pose problème, les gens veulent savoir, c'est comment rendre nos institutions crédibles. Comment faire de telle sorte que les hommes qui dirigent des institutions aussi sensibles que la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, puissent être indépendants. Il faut inculquer une culture de la responsabilité aux citoyens ivoiriens. Les tests que nous nous donnons, le plus souvent, sont de bons tests. Quand vous les lisez, ils sont trait pour trait les mêmes tests qui régissent les institutions occidentales, qui fonctionnent. Par exemple, en France,
c'est toujours le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Il n'y a jamais eu de problème. C'est une nomination. Il n'y a jamais eu de problème. Le problème se trouve au niveau de la personne qui est nommée, qui n'arrive pas à se détacher du pouvoir qu'il a nommé, de la personnalité qu'il a nommée. C'est une question de personnalité. En Afrique, on est dans l'émotion. Ce devoir de gratitude n'a pas de sens dans une démocratie. Alors, malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc ce sont les hommes. Ce sont les hommes qu'il faut éduquer à respecter l'éthique. Aura-t-on le temps de les éduquer avant de les envoyer au Conseil constitutionnel? Pour vous, quelle recette peut-on faire pour avoir des institutions qui ne souffrent d'aucune discussion? Je partage en partie le point de vue de mes prédécesseurs. Nous avons des institutions, nous avons des textes. Ce qui est en cause, c'est l'intégrité de ceux qui incarnent à un moment donné ces fonctions. Je ne suis pas d'accord que l'appel à candidature garantisse forcément l'indépendance, parce que vous pouvez faire un appel à candidature, trouver des personnes qui peuvent ne pas décider de s'inféoder au pouvoir. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui sont nommés à la tête de ces institutions doivent avoir une haute idée de leur fonction, de leur mission, être des hommes intègres et rester dans le droit. Aujourd'hui, le président actuel du Conseil constitutionnel, sur son profil, il n'y a rien à redire. Il a été majeur de sa promotion à l'école des magistratures en France. Il a gravi tous les échelons au sein donc, de la magistrature. Ce qui est demandé et ce qui a été demandé par le passé, c'était que ces hommes de loi disent la loi. En 2000, après que la candidature de M. Ouattara et de M. Bédié a été invalidée, vous savez que Tia Koné est venu tout récemment faire son mea culpa en reconnaissant, donc je suis d'accord avec vous, l'immixtion du politique dans les décisions judiciaires. M. Yao Paul Ndré a dit la même chose, puisque les résultats tels qu'il avait proclamés, il a dû, après l'acquis post-électoral, venir proclamer les résultats réels, mais en reconnaissant... Il n'a pas proclamé des résultats réels, il a investi à nouveau... Il a investi à nouveau. Alors, attendez. On investit sur la base d'un résultat. On est d'accord? Non, il n'y a plus de chef d'État. Il n'y a pas de vacances à la tête d'un État. J'ai dit, on investit. Attendez, on ne va pas polémiquer pour polémiquer. Le poste du président de la République est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Le président du Conseil constitutionnel investit celui qui se proclame président. Ah non. Est-ce que je peux, si vous réalisez Yao Paul Ndré, ça s'est fait en mai 2011, ici au palais de la présidence. Yao Paul Ndré a proclamé M. Ouattara comme vainqueur de l'élection présidentielle et l'a investi comme président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ce qui est différent. Ce sur quoi nous sommes d'accord, donc c'est l'intégrité de certaines personnes qui à un moment donné, sans élection. Certaines personnes qui à un moment donné ont incarné donc ces fonctions-là. Il faut... Et on va justement revenir sur la question de l'intégrité et sur la question de Yao Paul Ndré, pour étudier l'intégrité. Alors, Yao Paul Ndré investit Gbagbo sur les mêmes textes qu'il investit M. Ouattara. Pourquoi Yao Paul Ndré, à un moment, ne marque pas la rupture? Pourquoi revient-il investir M. Ouattara? La question est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Puisqu'il a déjà prononcé les premiers résultats pour dire que M. Gbagbo est président de la République. A-t-il été menacé? A-t-il été menacé? On va peut-être poser la question à ceux qui l'ont. Non, mais vous êtes du FPI. Est-ce qu'il a été menacé par le pouvoir? Non, Yao Paul Ndré a dit devant tout le monde qu'il a été possédé. Il a été possédé par le diable. Voilà. Au moment où il proclamait les résultats, il donnait Gbagbo vainqueur. Possédé au point de lui permettre de revenir sur une décision qui est insusceptible du changement. Mais il n'avait pas été dépossédé quand il venait pour la deuxième fois. La première fois, il était possédé. Mais c'est la même possession. On ne lui a pas fait une imposition des mains. Moi, je pense que l'intégrité et l'indépendance, c'est surtout ça qui pose problème. Parce que comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un, un juriste qui vient investir, dire à un candidat, tu es le président, malgré tout ce qu'il y a eu, et revenir 2 ou 3 mois après,
dit à un autre, vous êtes candidat, vous êtes président. C'est ça qui pose problème. Il faut que les hommes qui sont et que ces nominations-là soient entérinées par l'Assemblée nationale pour qu'ils soient un peu plus indépendants vis-à-vis de celui qui nomme. Que tous les candidats, tous ceux qui doivent diriger nos institutions soient nommés, proposés à l'Assemblée nationale qui doit voter et que ces présidents-là ne dépendent pas trop de celui qui les nomme. Moi, à mon avis, c'est le problème qui se pose. Ben, si j'ai pu m'exprimer déjà au sujet de la campagne, en tant que jeune démocrate, effectivement ivoirien, cette campagne ne nous intéresse pas. Cette campagne ne nous intéresse pas du tout parce que, effectivement, nous n'avons pas rempli les conditions nécessaires et sine qua non pour que nous puissions aller à des élections paisibles, transparentes, libres et ouvertes. Alors donc, l'humoriste ivoirien. Vous étiez proche du leader, de Madou Coulibaly. Après, vous êtes proche. C'est maintenant ou vous l'avez quitté aussi, Essi Amara? Vous avez été proche un moment de M. Essi Amara? Non, je suis président. Je m'exprime aujourd'hui en tant que président. Vous aviez déposé vos dossiers des jeunes démocrates ivoiriens. Non, je ne suis pas candidat à rien du tout parce que là, vous avez dit que aucun démocrate sérieux ne peut aller à ces élections-là où tout est vraiment verrouillé. Il a dit lui-même tout à l'heure sur vos plateaux, l'humoriste ivoirien Bidefer, que ce sont des élections vraiment qui sont déjà tout est vicié, tout est déjà, vous-même vous avez dit. Aucun démocrate pour vous, en tout cas, pour vous, vous ne portez aucun regard sur cette campagne électorale. Ilia Lassou, quel regard portez-vous sur cette campagne électorale? Je vois que le décor est déjà planté, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si mon frère, le docteur Prao et moi vivons dans le même pays, mais en tout cas, il y a 10 candidats. Et donc, avant de vouloir qualifier ces élections de tronquées ou de viciées, il faut apporter les preuves de ce qu'on dit et il faut d'abord les laisser se dérouler. Il faut les laisser se passer et après, il y a des voies de recours constitutionnels. Mais on ne peut pas de prime abord qualifier ces élections de pipées alors qu'on n'en apporte pas les preuves. Je pense que nous avons les preuves, nous avons les preuves. Je pense que nous sommes des responsables. Alors il dit qu'il a des preuves. Quelles preuves avez-vous? Vous savez, les conséquences d'une action, M. Ilia Lassou, ce sont des séquences consécutives. Oui. Lorsque vous posez une action, l'action suivante est faite, on appelle ça une conséquence. Donc, ça, c'est une évidence. Donc la préaction, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez une CI qui est composée à 76% effectivement des pro-ados, et 24% des candidats de l'opposition, donc 13 chez vous, 4 de l'opposition. Lorsque M. Issou Bakayoko, qui est quand même l'un des problèmes dans notre pays, puisqu'il était à la tête de la CI en 2010, et vous êtes sans savoir que dans notre pays, en 2010, il y a eu officiellement 3000 morts, officiellement. Et ce monsieur qui participe effectivement à nos soucis, il est encore remis, comment on appelle ça, en scène, en étant le président de la CI. Vous ne trouvez pas que c'est un souci? Lorsque, en 2012 déjà, l'ONU sort une résolution, la 2062, en son point 5, 16 et 10, on dit ceci. Point 16. On dit pour éviter les problèmes à la Côte d'Ivoire désormais, il faut que nous ayons des élections propres, crédibles, ouvertes, consensuelles. J'ajoute le terme consensuel. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça voudrait dire que nous devons être d'accord, nous tous, les démocrates ivoiriens, tous les candidats, sur le processus électoral. Alors que là, c'est un processus qui a été tronqué, truqué et qui est caporalisé par le RHDP et aucun démocrate ivoirien, s'il est vraiment sérieux, s'il est soucieux effectivement de la paix dans notre pays, ne doit aller à ces élections-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer sur le sujet. Non, mais permettez-moi de répondre, parce que ce sont 3 points importants. Tout d'abord, la CEI. La CEI, je constate que quasiment tous les partis d'opposition significatifs sont représentés, que ce soit l'AFD, que ce soit le FPI et bien d'autres. Deuxièmement, la CEI ne vote pas, cher ami. La CEI ne fait que répercuter le vote des Ivoiriens. Donc, pourquoi s'arc-bouter sur la CEI? Et si ces élections n'étaient pas, comme vous le disiez, consensuelles, si le président Bakayoko était contesté, pourquoi il y a des partis d'opposition qui envoient leurs représentants? Donc, c'est une CEI qui est représentative, quoi qu'on le dise. Maintenant, ce n'est pas la CEI qui vote. La CEI ne fait que répercuter le vote des Ivoiriens. Donc, ne pas s'arc-bouter, ne pas, je dirais, en faire une fixation. Si vous êtes sûr de pouvoir l'emporter, eh bien, la CEI a mis en place en plus un système de comptage électronique quasi instantané pour justement qu'on puisse avoir, éventuellement, si c'est possible,
des prémices de résultats dès le 25 au soir. Et enfin, je dirais que M. Bakayoko, s'il est contesté, mais pourquoi est-ce que des gens comme M. Bani donc se présentent? Pourquoi est-ce que sont-ils allés déposer leur dossier? Pourquoi M. Kakabe est parti déposer son dossier? Pourquoi M. Kolib... Non, mais je ne parle pas de vous spécialement. Je ne suis pas Kakabe. Vous dites que si un démocrate ne veut pas aller à ces élections, qu'il ne se présente pas. Donc ça veut dire que les 9 autres candidats que M. Alassane Ouattara ne sont pas des démocrates. Permettez-moi de vous faire l'historique de ce qu'on appelle. Je termine en disant que sur le troisième point, quasiment toutes les institutions internationales, tous les bailleurs de fonds, le NDA, eux tous, l'Union européenne, eux tous disent que ces élections vont se passer. Toutes les chancelleries étrangères, évidemment, disent que les élections vont se passer dans un climat apaisé, pour vous, dans un climat transparent, sécurisé. Merci beaucoup, monsieur Donc, Eli Alassou. je pense qu'il ne faut pas faire un mauvais procès à ce scrutin-là. Et ne confondez pas 2010 et 2015. Monsieur Prao, docteur Prao, alors oui, une dernière réponse sur le sujet. Quand M. Eli Alassou dit qu'effectivement la CI n'importe pas, je suis désolé. Vous savez comment ils ont créé la CI, les commissions électorales nationales indépendantes? On a fait le point avec 90. M. Mitterrand, lorsqu'il a convoqué tous les présidents africains d'alors, on a fait ce diagnostic suivant. On a compris qu'en Afrique, nos mots sortent effectivement des élections. Et donc, les mots, c'était quoi? Des élections truquées et contestées. Et pour mettre fin à ce problème, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer des institutions indépendantes, capables de produire des résultats incontestés et incontestables. Voici le problème de la création des CI. Et donc, résultat des courses, la CI importe. D'ailleurs, en 2010, quel était le problème? Vous avez dit que M. Tamara Picasse a déchiré effectivement les résultats. Nous l'avons vu à la télévision. Donc, ça compte. Vous avez vu aussi que M. Youssou Bakayoko a été incapable de prononcer les résultats dans les délais qui étaient impartis. M. Eli Alassou, la CI compte. Cette CI qui est là, elle n'est pas bonne, elle est illégale, parce que chez nous en Côte d'Ivoire, logiquement, à partir des élections générales qui sont déroulées en 2011, moi-même j'ai été candidat à Kounoufao, et donc juste après les résultats, Youssou Bakayoko, s'il avait un peu de dignité, il devrait pouvoir dire lui-même que je démissionne de ce poste. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Que la CI ne compte pas. Je dis simplement qu'il ne faut pas... C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit qu'il ne faut pas en faire une fixation. La CI ne vote pas. Je dis qu'il ne faut pas en faire une fixation. La CI compte. Si vous êtes sûr de vos militants, si vous êtes sûr du nombre d'adhérents, de militants et d'électeurs, vous ne devez pas en faire une fixation, surtout avec le comptage électronique instantané. Je pense qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tout d'abord, je prends au niveau social. C'est une hérésie de dire que rien n'a été fait au niveau social quand on sait que, par exemple, la couverture maladie universelle a été mise en place avec une cotisation de 1 000 francs mensuels, quand on sait que le SMIC a été quasiment doublé, passé de 36 000 à 60 000 francs, quand on voit toutes les actions du ministère de la Solidarité qui sont posées, au niveau de la pauvreté, je suis désolé de le dire, mais c'est la Banque mondiale qui le dit, que nous étions à 51% en 2011 et que nous sommes redescendus, c'est même le Conseil des ministres qui l'a répercuté, ce rapport de la Banque mondiale, à 46%, de 51 à 46%. Évidemment, ça n'est pas suffisant, c'est encore beaucoup trop, mais nous allons nous pencher pour retomber, comme le président l'a dit, à 20-25%, parce que aussi zéro pauvreté, ça n'existe même pas, même dans les pays les plus développés, comme aux États-Unis, qui est la première puissance économique. Mais il y a eu un recul de 5 points quant à la pauvreté. Maintenant, le bilan économique, encore, il est à parfaire. Mais, diantre, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Beaucoup a été fait. Je pense qu'il y a évidemment la macroéconomie, mais il y a aussi la microéconomie. Quand on voit l'emploi jeune qui a été mis en place, quand on voit aussi que beaucoup, je dirais, d'incitations fiscales ont été mises en place, l'environnement des affaires, le tribunal du commerce a été créé. Moi, j'en sais quelque chose puisque j'ai des affaires là-bas et depuis 2012, il exécute avec une célérité, sans la corruption déconcertante, toutes les affaires. Quand on voit aussi qu'au niveau du CPC, en 48 heures, vous pouvez créer une entreprise. Donc, l'environnement des affaires a été assaini. Certes, ça ne suffit pas. Raison pour laquelle nous sollicitons un second mandat auprès donc, des électeurs pour leur dire qu'il faut continuer cette œuvre-là. Parce que justement, on veut aller à l'émergence. Maintenant, écoutez, comme je le disais, si tout le monde veut éluder cela, c'est le Doing Business qui le dit. Nous avons pris des places au niveau du Doing Business. Nous avons pris des places aussi au niveau du MCC.
nous avons pris des places aussi en tout cas pour vous, au niveau... monsieur non, mais ce sont des indicateurs internationaux. Oui, oui, monsieur Ouattara ce sont des indicateurs et des rapports internationaux. On va écouter sur ce point le docteur Prao, qui est un économiste... Ça n'est pas une invention de ma part. Ce sont des rapports internationaux. Merci beaucoup, monsieur Varro, de m'avoir donné la parole, parce qu'effectivement, comme le grand frère Eli Alassou dit qu'il n'y a que nous qui sommes aveugles, c'est parce que j'ai dit. Je voudrais rappeler au frère Eli déjà ce qu'on appelle la croissance. Non, mais ça, la croissance, c'est l'augmentation de nos productions déjà sur une période, une année, que ça. Et sur ça, vous vous vantez parce que, bon, depuis que Ouattara aux affaires, en moyenne, Ouattara a un taux de croissance de 8%. Mais la croissance ne veut rien dire absolument. C'est vous qui le dites, moi je ne l'ai pas dit. Les étudiants de première année savent que la croissance ne veut rien dire. Voyez-vous, je vais vous expliquer ce que c'est. Une croissance véritable doit produire effectivement des effets. Et notre ami journaliste, M. Serge, l'a si bien dit. Premièrement, voilà, je vais vous décrire la croissance de M. Ouattara. Ce que vous appelez l'embellie, ce n'est pas de l'embellie. La croissance de Ouattara s'est faite à crédit. C'est comme si quelqu'un qui construit un château, mais un château à crédit. Et il endette désormais, effectivement, ses enfants et futures générations. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Laurent Gbagbo quittait effectivement le pouvoir, nous étions à 8 371 milliards de francs CFA comme le stock de la dette publique. Après l'initiative PPTE que nous avons eue en juillet 2012, nous sommes tombés à 6 000. Et en une année, de 2012 à 2014, Ouattara augmente encore le stock de la dette et nous sommes passés aujourd'hui, je vous parle, à 7 804 milliards de francs. Je vous donne des chiffres exacts, monsieur Eli Alassou. Et donc là, vous voyez, comme... Non, je suis en train de vous expliquer que nous sommes en train de s'aimer la misère aux Ivoiriens parce qu'on construit quelque chose sur du faux. Monsieur, donc, premier point, laissez-moi parler. Aucune économie se développe sans crédit. Monsieur Eli Alassou, aucune économie se développe. Laissez-moi quand même expliquer. D'accord, oui. Donc, premièrement, votre croissance, c'est à crédit. Deuxièmement, votre croissance est l'appauvrissante. Elle est appauvrissante parce qu'effectivement, le taux de pauvreté a augmenté dans notre pays. Non, et les chiffres que vous avancez sont faux. Ah non, les chiffres que vous avancez sont absolument faux parce que dans notre pays aujourd'hui, un Ivoirien sur deux est pauvre. C'est faux. On dirait vous dire, monsieur, tombés à 46%. Le taux de couverture sociale dans notre pays est seulement à 15%. Vous me parlez de 1000 francs qu'on paye. Diantre. Vous nous mentez dans ce pays. Vous avez dit qu'effectivement, on pourrait soigner les gens. Je ne mens pas. Non, mais vous mentez dans ce pays. Mais la CMU demande une cotisation de 1000 francs mensuels. Vous avez dit dans ce pays qu'on pourrait soigner les gens. C'est faux. C'est pas un mensonge. Lorsque vous prenez... c'est pas un mensonge. Vous nous dites qu'on a augmenté le SMIC. Laissez-moi vous expliquer, cher ami, je suis économiste, je sais de quoi il s'agit. Lorsque vous êtes économiste, mais vous n'avez pas la vérité absolue. Mais oui, mais quand vous dites par exemple que Ouattara a augmenté le SMIC, je vous dis que dans notre pays d'abord... On a vu de grands économistes qui n'ont jamais été présidents. 8% des employeurs au niveau de la CNPS seulement sont déclarés. Ça veut dire quoi? Donc l'augmentation que vous faites de 70 francs ne regarde que 8% de ceux qui sont déclarés à la CNPS. Allez, nous allons tenter. La macroéconomie, les Ivoiriens souffrent. Non, c'est complètement faux. Alors, on va parler maintenant. C'est complètement faux. C'est la Banque mondiale qui dit que le taux de pauvreté est passé de 51 à 46%, cher ami. La Banque mondiale a dit le contraire. Ça a été communiqué même en Conseil des ministres. La corruption a augmenté sur vous. Vous savez bien. Non, mais la corruption, elle est l'état de tous les États. Nous sommes classés 40e sur 52 pays africains. Mais je n'élude pas ce propos. La corruption, il y a des efforts à faire. Allez, messieurs, mais moi, je ne suis pas en train de dire, excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait sous Ouattara. La corruption, on y travaille. Mais on y travaille. Vous le reconnaissez. Non, mais enfin, vous le reconnaissez. Mais attendez, monsieur. Vous reconnaissez que sous Ouattara, la corruption a augmenté. Non, je n'ai pas dit qu'elle a augmenté. J'ai dit qu'on y travaille. J'ai dit qu'on y travaille. J'ai dit qu'on y travaille. L'indice de la perception de la corruption, nous sommes notés sur 10, 3,2 sur 10. Pour reprendre ce que mon frère disait sur le crédit, même la première puissance, non, ça c'est un avis subjectif. C'est pas un avis subjectif. Même la première puissance économique du monde, que sont les États-Unis, est le pays le plus endetté au monde et a ses bons du trésor en Chine. Donc on ne peut pas développer sans crédit. Ça n'est pas possible. Vous hypothéquez l'avenir des jeunes Ivoiriens. Merci, mais ce n'est pas du question. Un enfant qui naît aujourd'hui, il est endetté à hauteur de 500 000 francs. Mais non. Docteur Prao, on va passer. Demandez à vos économistes. Docteur Prao, s'il vous plaît. Vous êtes venu sur ce plateau avec une idée arrêtée. Tout ce que Ouattara fait mauvais. Non, j'ai pas dit ça. On ne peut pas débattre dans ce contexte. Moi, je reconnais qu'il y a des mots. La corruption, je reconnais. Moi, j'ai jamais dit. Voilà. Ah, vous le connaissez. Allez, nous allons passer maintenant. Mais la corruption, malheureusement, c'est un mal endémique à toutes nos sociétés. Merci beaucoup. Mais on y travaille. J'avais cru que M. Ouattara était le chantre de la bonne gouvernance, puisque, auréolé de son titre
Mais justement, c'est pour ça qu'il a mis en place la haute autorité de bonne Messieurs, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup d'être restés en notre compagnie. Demain, on retrouvera nos amis de la GSI. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Merci beaucoup, Dr. Brao. Ne vous inquiétez pas, le 25 au soir, je vous appellerai et on fêtera ensemble la Côte d'Ivoire. Elie Alassou, on va appeler au rassemblement. Pour le 25 octobre 2015, pour en savoir un peu plus, évidemment, qui de vous deux détiendra la vérité. Michel Betta du quotidien Le Bélier, merci d'être venu. Merci beaucoup encore d'avoir participé au débat. Et monsieur Serge Nguesson. Messieurs, madame, merci en tout cas d'être venus sur le plateau du Grand Talk consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci aux étudiants de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire qui nous accompagnent tout au long de ces élections. Nous avions monsieur Mamadou Touré, porte-parole RHDP. Merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur le ministre Kouadio Komoué-Augustin, qui est le secrétaire général adjoint du FPI, chargé de la coordination et de l'action gouvernementale. Merci à vous d'être venu. C'est moi. Monsieur Ocon Modeste, représentant du candidat Conan Kouadio Siméon. Merci encore. Merci, monsieur. Et on termine avec madame Hélène Saé. J'ose espérer que je n'ai pas écorché votre nom. Merci encore. Vous êtes moi qui vous remercie. Coordonnatrice nationale convention de la société civile ivoirienne. Merci d'être resté en notre compagnie et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk sur Vox Africa.